On sait qui c'est, mais si ça se savait, Scotland Yard serait en débâcle. Il le fait, il le dit dans ses déclarations, il dit c'est une patate chaude, donc ils savent. Mais comment viser quelqu'un de l'establishment? Ils savent, c'est-à-dire qu'il y a des gens déjà dans l'enquête qui s'orientent sur lui à l'époque, qui se doutent que ça vient de lui. Sir Robert et Monroe, selon mes convictions, le savent. Sinon pourquoi ils ont protégé l'institution. Enfin, d'après la thèse de Sophie, ils ont protégé l'institution. Ils ont préféré protéger Scotland Yard, parce que si on avait expliqué qu'effectivement c'est un membre de Scotland Yard qui ça aurait fait éclater l'institution. Surtout que c'est une jeune institution à l'époque. Il y avait une brebis galeuse qui était un des plus grands serial killers. Donc ils ont préféré l'étouffer. D'où le nom Scotland Yard. Donc oui, c'est vraiment un secret de polichinelle quand même, pour l'époque. Donc on ne peut pas révéler... Comment se fait-il que là, on est plus de 100 ans après, 120 ans après, il n'est pas... j'ai envie de dire, sorti les archives, ça y est, ça aurait pu incriminer personne, si j'ose dire. Pourquoi ils ne ressortent pas leurs archives? Parce qu'ils doivent en avoir, Scotland Yard. C'est obligé qu'il y ait des rapports internes sur cette affaire, des choses... Parce que je pense que ça gêne encore l'institution. Je pense qu'il y a une gêne qui est quand même énorme. C'est l'institution la plus renommée au monde, Scotland Yard. Ça représente l'establishment, la sécurité, le prestige de la police. Comment justifier, même plus de 125 ans après, qu'un des leurs, parce que finalement il a intégré les services de police en 89, un des leurs a été un mouton noir. C'est très difficile, même aujourd'hui, à justifier. Parce que ça rejetterait encore un discrédit total. Et sa fille a découvert donc les mémoires de son père, c'était une comédienne, parce qu'il avait une vie tout à fait normale. Il était marié, il avait une fille, etc. Donc il était très adapté dans la vie qu'il pouvait mener, et en même temps il avait ses penchants, effectivement, qui le poussaient à tuer les prostituées, par esprit de vengeance, et parce que effectivement, au fond de lui, il détestait profondément sa mère. Puis sa fille s'est étonnée qu'il possède une réserve de photos dans son bureau. Un jour, un dimanche après-midi, son père décide de lui faire visiter les locaux de Scotland Yard. La petite s'aventure dans son bureau. Elle le dit dans A Wise Woman, dans ses mémoires. Elle le dit: je n'ai jamais compris pourquoi mon père, qui était en charge des affaires relatives au tueur de la Tamise, une espèce de copycat de Jack l'Éventreur, pourquoi est-ce qu'il possède une réserve de photos des meurtres de Jack l'Éventreur, sachant qu'il n'est pas affecté à l'affaire? Alors ça, c'est un truc qui... Et finalement, elle le dit dans ses déclarations, je cite Lady Aberconway, parce qu'à l'époque, c'était Marie-Christabel. Elle dit finalement, je n'ai jamais su qui mon père était vraiment. Et la déclaration de Matthew McNaughton sur son journal intime, vraiment la première en tête, il dit: de ma vie, jamais je n'ai croisé la route de Jack l'Éventreur. Pourquoi cette déclaration? C'est comme dire, voilà, je me défends d'être schizophrène, non, je ne suis pas malade, pourquoi avoir besoin de se justifier? Qui s'accuse s'excuse. Il y a une déclaration, donc elle lit les mémoires de son père, elle dit: je devins inspecteur 6 mois après que le célèbre Jack l'Éventreur se soit suicidé, et en aucun cas je n'eus de lien avec cet individu fascinant. Je possédais la preuve de son identité, mais j'ai brûlé les papiers. C'est ce qu'il déclare dans son journal intime. C'est une autre preuve que Sophie a trouvée. Elle a découvert... Et ça, c'est dans son journal. C'est dans son journal que tout le monde peut lire. Voilà. On peut acheter son livre partout maintenant, sur Amazon. Allez vérifier, mais c'est sidérant. Et ça continue. Quand on lit son journal, on est toujours interloqué. Il déteste les prostituées, il déteste c'est des déchets de l'humanité. Il le dit, Melvin, il le dit clairement. Donc il a le même discours que Jack l'Éventreur. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire qu'à l'époque, les colons avaient tous un discours qui était unanime vis-à-vis des personnes de petites conditions. Mais de là à l'écrire quand on fait partie de la police, mais c'est juste Mais il y a une question qui est super intéressante. Si Jack avait été de conditions sociales plus hautes, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas tué plus de prostituées encore? Voilà. Parce que c'est un pervers narcissique, c'est pas un psychopathe. Une fois sa vengeance accomplie, il n'avait plus de raison de continuer, puisqu'il avait réussi à destituer le préfet de police et à rentrer dans la police. Les prostituées n'étaient qu'un moyen de se venger, en fait. C'était pas la finalité, c'était un moyen. Non, mais très élaboré. Les pervers sont très très intelligents, les pervers narcissiques. D'où la différence avec le psychopathe qui lui ne s'arrête jamais. Lui, le pervers narcissique, il a un plan en tête. Une fois qu'il l'a savamment exécuté, il peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Et c'est ce qu'a dit Michel Agrappa, qui est quand même l'experte reconnue dans le monde criminel. Ils savent très bien ce qu'ils font et ce qui est
bien et mal, c'est pas leur problème. Les pervers narcissiques, ce qu'ils aiment, c'est, je vais employer un mot qui va peut-être faire sourire, mais ils aiment jouir de la souffrance de l'autre. Voilà. D'accord. Ouais. Et ça les excite vraiment. Donc, effectivement, on peut penser qu'il a pris du plaisir à tuer ces femmes, à mettre en scène ces meurtres, à les ritualiser, peut-être à les regarder. Enfin, il y avait une certaine jouissance à exécuter ces femmes, et à leur retirer leurs organes, etc. Après, je pense que profondément, une fois que toute sa vengeance était accomplie, une fois qu'il avait réglé sa deuxième problématique dont Sophie parlait avec son père, qui a contrarié sa carrière, et c'est vrai que c'était quelqu'un qui voulait être comédien, il avait un rapport vraiment à l'autorité, c'était quelqu'un qui ne supportait absolument pas l'autorité. Donc qu'est-ce qu'il a vu quand le préfet de police lui a signifié qu'il ne pourrait jamais le faire rentrer dans la police? Il s'est dit, mais alors, j'ai à nouveau un obstacle tel que mon père l'a été. Je retrouve quelqu'un sur ma route qui m'empêche d'exécuter mon destin. Je voulais être comédien, mon père ne voulait pas. J'ai pris la manufacture, je m'en suis pris plein la tête, je me suis fait agresser. Et à nouveau, je fais 6000 km et je me heurte à un préfet de police qui me dit que je suis incompétent, que je suis nul. Donc, à nouveau, frustration et faut que je passe à l'acte. Et je choisis les prostituées, comme ça je règle aussi mon compte. Et sans compter qu'il y a deux faits concomitants qui cadrent avec ce que déclare Florence, c'est la proximité entre Sanchez Warren et la figure du père, de l'autorité. Dès qu'il y a la démission de Sanchez Warren le 8 novembre 88, je le rappelle, le lendemain, effectivement, il y a le meurtre de Magin Kelly. Il faut savoir que son père, quand même, est mort le 24 décembre 88. Donc c'est bizarre. Sanchez Warren donne sa démission le 8 novembre 88. Ensuite, il y a son père, le 24 décembre 88, qui décède. Finalement, les figures d'autorité n'étant plus là, qu'est-ce qui empêche finalement Jack Léventreur, quelque part, d'être vengé de l'autorité, de s'arrêter du jour au lendemain? Finalement, il a toutes les raisons de s'arrêter. Non, je rigole juste parce que je vois l'écharpe rouge, je pensais que c'était un truc de Coco. C'est les thugs, la caste des sicaires, des tueurs. C'est pas Christophe Barbier qui a des charpes. Oui, je pensais à Christophe Barbier. C'est peut-être un descendant de Jack Léventreur. C'est peut-être un descendant de Jack Léventreur. Mais il y a vraiment des questions trop rigolotes. Voilà, alors, Narcissique peut aller jusqu'au meurtre, oui. Une question, c'est Anne Desbois. Ouais, bon, sadique peut-il aller jusqu'au meurtre? On me dit, est-ce qu'un pervers narcissique peut aller jusqu'au meurtre? Bien sûr, oui, puisqu'on en a la preuve, c'était un pervers narcissique. Il y en a eu d'autres comme ça. On me dit comme Soral, il a un plan en tête. Ouais. C'est ses filles. Ce qui est important, par contre, là, en parlant des pervers narcissiques, c'est qu'ils ne vont pas ils vont en prison. Contrairement aux malades mentales, aux psychotiques, etc. Ils sont considérés comme responsables. Ils sont considérés parfaitement comme responsables de leurs actes et c'est pour ça qu'ils vont en prison. Oui, voilà, c'est pas des irresponsables. Voilà. On me demande aussi, c'est vrai quels organes il enlevait alors. Vas-y, Sophie. Des détails scabreux. Ça les intéresse. Là, dès que c'est scabreux, il y a du monde. Avant de répondre, il faut dire qu'au début, il ne retirait pas les organes. Pauline Nichols, elle était juste éventrée. Il y a eu une progression qui s'est faite quand même assez vite, puisqu'au bout de la deuxième victime, avec Annie Chapman, il retire une partie de la vessie. On sait qu'il retire aussi les intestins qui vont autour. C'est pas très comique de raconter ça, mais qu'il va enrouler autour de l'épaule gauche. Ouais. Il va retirer une partie de l'utérus et de la vessie de Catherine Eddowes. Le cœur, le foie de Magin Kelly. D'ailleurs, pour la petite histoire, il a carrément volé le cœur de Magin Kelly. On ne l'a jamais retrouvé. Il l'a emporté avec lui, comme un trophée. C'est un rituel. Les prostituées, il allait quoi chez elles? C'était comment ça? Non, il tuait dans un premier temps en pleine rue, histoire que justement l'opinion publique soit frappée par l'horreur de la découverte des crimes au petit matin, et pour tacler la presse, pour justement se servir de la presse comme un moteur à sa cruauté. Mais il s'est senti certainement menacé à un certain moment. C'est vrai que la traque était quand même donnée, que ce soit de la part du comité de vigilance comme de la part de Scotland Yard.
Et allez savoir pourquoi, pour le dernier meurtre de Majane Kelly, le 9 novembre 88, jour du défilé du Lord Mayor Show, un gros événement quand même, avec la fête du maire, et bien là, il s'est aventuré à tuer dans une des chambres, la chambre de la victime de Majane Kelly à Millers Court. Dans une petite chambre de 10 mètres carrés, et ça a été le meurtre le plus épouvantable, le plus terrible de toute la série. Parce qu'alors là, tous les témoins, McCarthy, le logeur, tous ceux qui ont pu regarder par cette petite fenêtre cassée la chambre de Majane Kelly se sont dit ça peut être qu'un monstre qui a fait ça. Il y en avait partout. Il y avait des intestins qui pendaient en feston dans la chambre, des organes retirés, mais méconnaissables. Le visage est complètement ravagé. Elle a des traces de défense sur son bras. C'était une Irlandaise. C'était la plus belle et la plus jeune de toutes. Donc on peut penser que son excitation et sa sauvagerie criminelle est à la hauteur de son excitation, car elle était plus belle, plus séduisante que les autres, et puis surtout lui a volé son cœur. Donc ça, c'est comme assez symbolique. C'est pour ça qu'on a même pensé que ça pouvait être Joe Barnett à l'époque, l'homme avec qui elle sortait, son régulier, comme on dit. Voilà. Elle aurait pu lui voler son cœur autrement. Voilà. Mais en plus, qu'est-ce qu'il peut en faire d'un cœur Alors justement, il y en a des spécialistes criminologues ont dit que peut-être il aurait poussé son sadisme jusqu'au stade ultime, qui est l'acte cannibale, pour assurer la prise de pouvoir sur la victime. C'est vérifié ou pas? Alors, comme ça n'a pas été vérifié, très difficile à prouver. En revanche, c'est typiquement l'acte du chasseur, celui qui prélève le trophée. C'est un acte donc typique. Ça va encore ça va dans la thèse du chasseur. Il est en recherche de trophées. C'est pour ça qu'il se sauve avec une partie des organes. Et il ne faut pas oublier que Catherine Eddowes, son rein, a été volé. On sait que c'était bien son rein, puisqu'on l'a étudié au Whitechapel Hospital, sur Commercial Road. On l'a étudié, et à la base des pyramides, on a pu relever qu'il y avait un début de néphrite, et on sait que Catherine Eddowes souffrait d'une néphrite. C'est le fameux rein qui a été envoyé à la Central News Agency, accompagné de la lettre From Hell. Pour ceux qui ont vu le film From Hell, ce qui a marqué durablement les esprits, c'est ça, cet envoi d'organes par la poste. Ça, c'est complètement... c'est scabreux. Il a envoyé donc le rein de Le rein de Catherine Eddowes par la poste et à la Central News. À la Central News, donc à l'agence pour Mr. Lusk, le chef du comité de vigilance, pour lui montrer que lui aussi, c'est aussi le roi du quartier, et pour marquer les esprits durablement. Mais comment il s'appelait celui qui a fait l'autopsie, la Bond ou... Il y en a plusieurs. Il y a eu Phillips, il y a eu le Dr Bonds, ils étaient plusieurs experts à avoir travaillé sur les... Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Je me rappelle plus. Alors, lui, Dr Bond, dit qu'effectivement, ça serait certainement donc... quelqu'un qui n'aurait pas nécessairement des connaissances abouties. Le docteur Phillips, lui, pense que oui, qu'il faut des connaissances certaines et avérées en médecine légale ou en médecine généraliste, mais en tout cas des connaissances médicales poussées. Ils ont quelque part des discours discordants, mais ils se retrouvent sur un point, il faut des connaissances minimum quand même. Il faut des connaissances en dissection, en médecine, même à la limite en tout ce qui est taxidermie animale, etc. Mais en tout cas des connaissances de base. Ah mais oui, il empaillait des animaux. Il empaillait des animaux, Mais ça veut dire que les femmes, il les tuait comment? Il les tuait d'abord et après il les découpait? Alors, parce qu'elles devaient hurler, enfin c'est ça, ça doit être douloureux. Elles ont été étranglées partiellement, c'est qu'Annie Chapman a fait une syncope. Donc on suppose, il y a eu des reconstitutions, que l'assassin les tenait comme ça au niveau du cou, de manière à les étrangler de façon partielle, pas intégrale, juste le temps qu'elles tombent dans les vapes, ce qui était le cas pour Annie Chapman qui est tombée en syncope. Et après, il pouvait s'assurer, quand elles étaient à demi inconscientes, de pouvoir pratiquer ces mutilations. Mais tout de même, quand elles étaient au sol et qu'elles étaient stourbies avec cet étranglement partiel, il les égorgeait, après les éventrait et ensuite donnait lieu au retrait d'organes, etc. Elles étaient mortes une fois qu'ils retiraient les organes, ils souffraient plus. Mais c'était l'étranglement partiel, d'où le fameux foulard. Ne faites pas la même chose. N'essayez pas. Le jeu des foulards, c'est fini. C'est passé de mode. Non, mais c'est assez horrible. Et ben on va faire une petite pause. Si la régie, elle est prête, elle est prête, c'est magnifique. En plus, vous avez vu maintenant un nouveau système de caméra. On ne sait plus regarder, c'est comme à TF1. Bon, on va faire la petite pause. La régie, elle enchaîne, puisque maintenant elle est prête, il n'y a plus rien à dire. À vous la régie. À vous la régie. Voilà, donc on est de retour à l'antenne. Toujours sur Méta TV. On est toujours avec Sophie et Florence Herford. Donc, j'allais dire Sylvie, mais heureusement, je veux. Pas Jean-Patrick. Donc, il faut faire un généreux. Un généreux thé, ouais.
va pas finir comme Jacques l'Éventreur, mais bon. On me demande, c'est vrai, tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il était marié, Jacques l'Éventreur? Enfin, Melvin. Alors, Melvin McNaughton était marié donc, à une certaine Dora, donc fille de pasteur. Fille de pasteur. Oula. Une certaine éthique, quand même, morale, en principe. Et ce qui est amusant, enfin, quelque part, c'est de se dire que lui, il est au-dessus du bien et du mal, hein, comme aurait dit Nietzsche. Par-delà bien et mal, d'accord. Par-delà bien et mal. Et donc, il a du reste une vie tout à fait banalisée. Hein. Ah, pardon, oui. Hop, ça va aller mieux. Voilà. Oui, parce qu'il y avait un... Voilà. Mais on t'entendait, mais pas très bien. Là, on va mieux t'entendre. Et il a même 4 enfants. Il a même 4 enfants. Tout à fait, oui. Donc, c'est assez... ça peut paraître étonnant, voilà, de se dire qu'un tueur en série, mais ça s'est déjà vu. Hein, ouais. Non, mais le tueur du Green River. Le double postulat, double vie. La double vie, la vie très adaptée. Il avait déjà ses enfants au moment des meurtres? Alors, il avait déjà une bonne partie. Ah d'accord, ouais. Voilà, et puis bon, Marie-Christabel, dont on parlait tout à l'heure, hein, sa jeune fille, elle est née après les meurtres, hein, 2 ans après les meurtres. Et c'est elle qui a fait cette découverte macabre des fameuses photos dans le bureau de son père à Scotland Yard. Elle avait 12 ans. C'était lors d'une après-midi dominicale, et elle a parlé de poupées cassées en voyant les photos des meurtres de Jack l'Éventreur. Et là, elle soulève la question, qu'est-ce que mon père fait avec ces photos? Puisqu'il s'agit d'une autre affaire, en l'occurrence. Il n'était pas chargé de l'affaire, et elle a découvert les photos des prostituées, quoi, qu'elle prend pour des poupées cassées. Quoi. Elle le déclare elle-même. D'accord. Ouais. Et il y a eu d'autres déclarations de sa femme, d'autres membres de sa famille aussi qui Alors, ont mis des doutes, juste sa fille. Je trouve très étonnant que son père possède cette réserve de photos. Et en plus, il déclare en avoir brûlé une grande partie. Il en possédait aussi, en tout cas une réserve de photos qu'il n'était pas censé avoir. Et il en a brûlé un certain nombre. Il le déclare lui-même dans ses mémoires et à la presse de l'époque. D'accord. Donc ça, c'est quand même particulier. Est-ce qu'il y a un lien entre, alors ça on me demande, entre le Jack et l'ouvrage Dr Jekyll et Mr Hyde? Ah bah, tout à fait, puisqu'à l'époque des meurtres, justement, l'œuvre de Stevenson était jouée à guichet fermé au Lyceum Theatre et a même été interdite à l'époque des meurtres, puisque c'était concomitant, on y voyait comme un lien, d'où le rôle tenu par Mansfield, l'acteur américain qui avait le rôle de Dr Jekyll et Mr Hyde, et son rôle de transformiste avait tellement fait peur aux spectateurs, et tellement on y voyait un lien avec les rapports des meurtres de Jack l'Éventreur qu'on a interdit de diffusion cette pièce quand même, qui se joue à l'époque. Donc effectivement, complètement. On l'a influencé, on disait que c'est lui qui influençait peut-être les... Ils avaient, en tout cas, ce qui est drôle, c'est que l'auteur de cette pièce, de cette œuvre magistrale, hein, de Dr Jekyll et Mr Hyde, il a publié son œuvre aux mêmes éditions que Sir Melvin McNaughton. Longman & Co, c'est la même édition avec laquelle travaillait donc justement l'auteur de Jekyll et Hyde, donc Stevenson. C'est ça qui est troublant. Longman & Co, c'était le même éditeur. Donc ça fait... Quand il a sorti ses mémoires... ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? On me dit, oui, y avait-il un acte sexuel ou pas? On a dit que non. Non, hein, donc, non on parle de crime sexuel, mais voilà. c'est symbolique. Hein, c'est le couteau qui remplace effectivement le fait de... Donc on pense à une impuissance. Voilà, on pense qu'il était impuissant. Hein. Mais on parle quand même de crime sexuel, même s'il n'y a pas eu de... Il était impuissant, mais il a eu des enfants, c'est un peu contradictoire. Une impuissance peut-être en termes de jouissance, pas en termes de fertilité. Pas au niveau procréation, on parle d'impuissance. On parle d'impuissance émotive par rapport à l'acte. D'ailleurs, on punissait, c'est ça qui est drôle, à l'époque victorienne, toute personne étant capable de ressentir un orgasme. C'était très mal vu aux yeux de l'époque victorienne. C'est limite un vice qui est incommensurable. Quand on regarde les travaux de Krafft Ebing sur la sexualité, juste on a peur. L'homosexualité est assimilée à une tare et même à la psychopathie. Et là, je ne parle pas de psychose, mais vraiment du trait du psychopathe. L'homosexualité est vraiment bafouée. Et ce qui est drôle, c'est que justement, on a accusé un homosexuel d'avoir été l'auteur des meurtres. Montague John Druitt, qui est un peu servi de chèvre pour notre assassin. On n'en a pas parlé. Alors, pour en parler, lui, ça a été quoi celui qui a été accusé à l'époque par Scotland Yard. Alors, tenez-vous bien, on va rappeler les faits. C'est quand Melvin McNaughton finalement réintègre les rangs de Scotland Yard 6 mois après les meurtres, donc après le 9 novembre 88. Il réussit à rentrer donc, au sein de Scotland Yard. Il va travailler sur cette affaire, mais vraiment sur un laps de temps très court, tellement c'est court qu'il ne se charge même pas de l'affaire, il se charge de clôturer
clôturer secrètement l'affaire avec Sir Robert Anderson, avec le rapport Moulson, puisqu'on va retrouver le corps d'un jeune homosexuel au 31 décembre 88 dans la Tamise, et finalement ça suffit pour en faire un assassin. On écrit le rapport Moulson, alors que ce jeune homme qui est avocat et puis aussi occasionnellement professeur est retrouvé avec une somme d'argent importante dans ses poches. Pour quelle raison aurait-il voulu mettre fin à ses jours, soi-disant avec une lettre où il dit qu'il craignait de ressembler à sa mère, qu'il craignait de devenir fou. Melville Manhattan dit à Sir Robert Dawson, voilà, il faut clôturer cette affaire, on a toutes les pièces en main, que cet homme était fou, et donc vraisemblablement il pouvait s'agir de Jack l'Éventreur, et on sait que Melville va vraiment faire en sorte que ce rapport soit clôturé donc assez vite, avec l'aide de Sir Robert Anderson. Ça l'arrangeait bien. Ça arrangeait bien ses affaires. Voilà, comme ça le Druitt, comment il s'appelait? Montague Druitt. Voilà. J'arrive jamais à le dire. Parce que ça s'écrit Druitt, ça se prononce Druitt. Mr. Druitt. A fait le parfait bouc émissaire. Voilà, c'est un homosexuel qui avait. Il aurait d'ailleurs pratiqué des attouchements sur ses élèves. Voilà, des agressions sexuelles sur ses élèves. Et donc, on en a fait effectivement le tueur, enfin Jack l'Éventreur. Ils ont refermé le dossier et comme ça, l'affaire Jack l'Éventreur était complètement. Comment elle était entérinée plus que clôturée. Voilà. En plus, c'est pratique. Absolument. C'est comme dans les affaires terroristes. Hein, pour pas faire de lien, hop, il n'y a jamais de. On fait pas de vagues. Procès. On entérine secrètement l'affaire. Voilà. Et en plus, ce qu'on sait, parce qu'on a repris des correspondances, c'est que ce jeune homme de 31 ans, il subissait des pressions, il recevait des lettres de corbeaux. Donc, lui aurait-on pas donné un rendez-vous secret sur Albert Bridge ou dans n'importe quel point de Londres? Il faisait chanter par rapport à son homosexualité, c'est ça? Alors, pire que ça, il subissait le chantage d'un homme qu'on ne connaissait pas et il en faisait des cauchemars. Et c'était même pas lié d'ailleurs à l'affaire des abus commis supposément sur ses enfants, ces garçons de cette école privée de Black East. Donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi cet homme-là, on le retrouve avec son salaire dans sa poche, il était vraisemblablement en bonne santé mentale. Et donc on suppose effectivement qu'il y a eu un rôle à jouer là-dedans. Ah non mais c'est très complexe, mais tout est vérifié, c'est ça qui est hallucinant. Hein. Ça paraît énorme, ça paraît un complot, mais tout... Et puis le rapport Moulson qui l'incrimine est bourré d'erreurs, puisqu'on dit qu'il est médecin. Melville Manhattan dit de cet homme qu'il est médecin, il n'est pas du tout médecin. Il est âgé de 41 ans, comme par hasard un âge similaire, quasi similaire au sien. Non, il a 31 ans. C'est bourré d'erreurs. La lettre adressée à sa mère, j'attends qu'on me dise où elle était, quoi. Donc on dirait que tout était fait pour que Melville se trouve son parfait suspect pour prendre sa place au titre de... Et ça arrange bien Scotland Yard parce qu'ils arrivent quand même à une conclusion, parce qu'en fait ils ne restent pas sur un échec en l'accusant. Ah oui, bon, voilà, c'est lui. Ah oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qui leur permettait d'affirmer comme ça que c'était lui a posteriori? Ils ont eu quoi? Ils ont dit... Juste la lettre retrouvée sur lui. Juste la lettre, ça suffisait. Ça suffit à l'accuser. D'accord. Ils sont pas compliqués. C'est pas très compliqué à porter. Ça n'a pas tenu bien longtemps parce qu'après il y a eu d'autres suspects qui ont été évoqués, mais en tout cas ça a permis de couvrir Melville Manhattan pendant toutes les années où il était au Yard. Et même là, en 1896, Sir Charles Warren, qui n'est plus aux commandes, puisqu'on sait qu'il a quand même donné sa démission le 8 novembre 88, il continue, Jack, à envoyer des lettres à la police. Maintenant, devinez où je suis, cher patron. Je me trouve dans un de vos bureaux. Je travaille pour la police de Scotland Yard, une lettre de 1896. Si c'est pas de la provocation. Donc c'est 8 ans après les faits. Tout à fait. Et donc là, il y a une lettre, il renvoie encore une lettre. Il renvoie encore une lettre pour les narguer. Ah, il aimait bien narguer la police. Une trentaine de lettres, on sait qu'une trentaine de lettres sur 600 peuvent être imputées de la main sûre de l'auteur présumé des meurtres. Oui, parce que, voilà, tu me disais, en tout, il y a 600 lettres sur de canulars, de gens qui effectivement ont envie de participer un petit peu à ce grand jeu de la chasse à l'homme et qui écrivent des lettres qui reprennent le flambeau, finalement. Et qui écrivent de lettres de plaisanteries douteuses au cher patron, parce que ce filon a été repris. Sauf qu'on sait qu'il y a des lettres qui ne peuvent pas manifester la moindre confusion. La lettre qui annonce 3 jours avant le meurtre de Catherine Eddowes, de la nuit du double meurtre Riley Eddowes, qui annonce qu'une oreille va être coupée sur la prochaine victime. C'est la lettre du 27 septembre 1888, 3 jours avant le double meurtre Catherine Eddowes
Elizabeth Stride. Et une oreille va être coupée. Et Catherine Eddowes va avoir l'oreille coupée, comme annoncé dans la lettre du 27 septembre, lettre du cher patron, avec en tête le cher patron. Alors la police est furieuse, elle va même donner des noms de journalistes. Ça aurait été un soi-disant best de la Central News, à John C. qui aurait voulu se jouer de la police, sauf que quand même, il faut jouer un peu à Madame Irma pour deviner qu'une oreille va être coupée dans 3 jours, dans 3 petits jours. Je ne peux pas l'oublier. Protestant. Et il y en a un qui il demande à quoi il ressemblait Melville. À quoi il ressemblait, il y a sa photo. Il y a sa photo, il était grand, un peu dégarni, moustachu. Voilà. Je montrais il a une tête de gentil. La photo. Voilà, c'est lui. De gentil un peu sombre. Voilà. Mais faut pas se fier à la photo de... Voilà. Donc, voilà, le Melvin. Donc, parce que... Qu'est-ce qu'on me dit encore? Parce qu'il y a pas mal de questions. On me dit qui était le membre de la famille royale accusé d'être Jack. Parce que ça, c'est vrai qu'on a entendu que genre, c'était quelqu'un de la famille royale, que la reine a protégé. Alors, tout ça. Vous vous souvenez du fameux prince Eddie, duc de Clarence. Voilà. Ce prince Eddie, c'était son petit surnom. On l'appelait aussi bouton de manchette, parce qu'il avait des longs bras, très majestueux. Et on l'a accusé, effectivement, aussi, il y a ceux qui l'accusent nommément d'avoir été aussi l'assassin. Alors, à un moment donné, il passe aussi pour la victime, parce qu'il faut couvrir le secret. Il aurait eu une relation avec une prostituée du nom d'Annie Crook, avec qui il aurait eu un enfant. Et un coup sur l'autre, on l'accuse. Sauf qu'il a un alibi pour l'un des meurtres, le meurtre de Catherine Eddowes. Il était en train de disputer un bridge. Donc, il y a plusieurs reprises, son alibi est tout à fait prouvé. Et en général, les crimes sexuels s'appliquent dans une... nature d'attirance au sexe de la victime. C'est-à-dire que notre homme ne pouvait être qu'hétérosexuel. Or, on sait depuis l'implication du duc de Clarence, dit Prince Eddie, qu'il était homosexuel. Il était impliqué dans bon nombre de scandales fumeux à l'époque, dont le fameux scandale comme quoi il fréquentait un bordel rue Cleveland Street. Et donc, depuis ce scandale fumeux, il n'est plus question de douter, on sait que le duc de Clarence, le petit-fils de la reine Victoria, est bien homosexuel. Donc, pourquoi s'en prendrait-il sexuellement à des prostituées? Ça ne tient pas la route. On sait que les tueurs homosexuels vont tout de suite trouver une cible du même sexe. Ça ne s'est jamais vu qu'un homosexuel aille s'en prendre comme ça avec un couteau, l'arme justement de la sexualité, qui est aussi le symbole de la sexualité, qui s'en prenne comme ça aux parties intimes avec son arme, si il n'y a pas un désir inconscient pour la victime. Donc ça ne pouvait pas être le duc de Clarence. Il avait aussi son avis. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, l'implication de la famille royale. Absolument. En fait, ce qui est assez révélateur, c'est que toutes, on va dire, les contre-thèses, elles veulent tout le temps nous expliquer qu'il y a une protection, en fin de compte, que la vérité ne sort pas parce qu'il se passe quelque chose, ce qui fait naître toutes les théories. Mais quelque part, ça confirme un peu ce que tu trouves à la fin dans ta conclusion, puisque finalement, il y a bien eu protection, finalement. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu, quelque part. Voilà, on avait pressenti la nature inaccessible du... Warren, je ne pense pas qu'il savait, lui. Warren, non, mais apparemment, Sir Robert Anderson, qui était chargé et affecté à l'étude scrupuleuse des lettres, avait compris quel genre de lettres il avait entre les mains. Enfin, si Warren, il a compris quand il y a eu le feu qui s'est déclenché aux entreprises du père de Melville McNaughton. On suppose qu'il l'a su. L'attaque était tellement centrée, et puis en même temps, c'est énorme. Les feux de la le feu est mis carrément au bâtiment nautique de la Compagnie des Indes que gérait le père de Melville McNaughton. C'est énorme quand même. Ouais, parce qu'il le faut soir pouvoir, du premier meurtre. Il faut pouvoir rentrer dans le bâtiment. Enfin, ça a fait une diversion, c'est ça? Alors, ça a fait une diversion, et en même temps, on peut comprendre que c'est la première attaque contre l'autorité du Yard. D'ailleurs, l'assassin lui dit lui-même dans une des lettres envoyées au cher patron que le motif principal, c'est le dépit contre les autorités du Yard. Et il le dit lui-même. Il faut reprendre vraiment toutes les missives envoyées. Et la nuit, il y a eu un meurtre. Et cette nuit-là, effectivement, il y a le meurtre de Polly Nichols. Il y a eu 2 meurtres à dans Bucks la Row. même nuit. Non, ça c'était le premier meurtre. C'était Polly Nichols. Donc à Bucks Row, la nuit du 30 au 31 août de l'année 1888, on retrouve le corps et donc, 2 heures après. Parce que d'ailleurs, tu disais qu'à part le dernier meurtre où il va tuer la victime dans la chambre, les autres meurtres, il tue les victimes dans la rue. Ça veut dire quoi? Il est épaisse dans la rue, mais en plus dans le noir, il n'y a pas de lumière. Absolument. Et le médecin George Brown a dit qu'il fallait moins de 10 minutes pour achever ce genre de ritualisation. Donc c'est très rapide. De la part de quelqu'un qui a une maîtrise suffisante, 10 minutes sont suffisantes. Vous voyez dans l'obscurité. Il y avait une ronde toutes les 15 minutes avec le bobby qui défile avec le high bull. Donc l'assassin a intérêt à faire vite quand même. Non, mais il voyait dans l'obscurité en fait. Il n'est pas dictalope quand même. Mais s'il n'y avait pas de réverbère à l'époque. On a retrouvé des bris de high bull, enfin en tout cas de lanternes,
près du corps de Annie Chapman, qui a été piétiné. Donc on suppose qu'il arrivait quand même à s'éclairer avec une lanterne. Et les high bulls, c'est quoi? Alors les high bulls, c'est la fameuse lampe qu'utilisent les bobbies quand ils sillonnent les rues. Oui, ils tiennent à la main. Et voilà, l'œil de bœuf. Donc il leur permet de voir s'il y a des choses complètement anormales, des meurtres, des agressions. Ça leur permet surtout d'y voir clair, parce que les réverbères dans l'East End n'étaient pas des réverbères comme les autres. Ce sont des lumières au bec de gaz. L'électricité, c'était pour les dentistes. Ça venait d'arriver, mais c'était dans le West End. Alors imaginez la petite lumière verte, un peu couleur très brumeuse, on ne voit rien, c'est comme dans une nuit opaque, ça éclaire tout juste à 10 mètres autour du réverbère. C'est de l'arnaque. Sophie, il y a une question, je trouve, elle est trop drôle, il n'a pas été jugé, comment elles savent tout ça? Parce qu'on lui fait son jugement ce soir. Non mais toi, il faut bien préciser que tu as travaillé sur les archives. Pendant 20 ans, il faut peut-être quand même. Ouais, il faut quand même expliquer la méthodologie que tu as employée. La méthodologie de recherche, c'est purement archivistique. C'est-à-dire que je suis partie enquêter de façon à avoir une méthode historienne. J'ai vraiment repris toutes les archives, les pièces archives de l'époque, les archives policières, les rapports d'expertise, les mémos d'époque, en demandant les échanges et les rapports au Kew Archives, et où ils possèdent tout ce qui concerne la Metropolitan Police. Donc j'ai repris au niveau des dates, tout depuis le début du premier meurtre, etc., les missives. C'est là que j'ai appris pour l'éviction de Sir Melville Macnaghten. Moi, je ne viens pas de la partie policière, je viens purement de la partie historienne. Donc je ne peux pas revendiquer une qualité que je n'ai pas. Par contre, ma sœur m'a beaucoup aidée dans mon cheminement, le cheminement des motivations psychologiques, puisqu'en tant que psy-clinicienne, elle a pu apporter un éclairage sur les motivations inconscientes de l'assassin, de la même façon que Michel Agrapard, qui a été remarquable, car elle a apporté un crédit total sur ce travail. Et pareil pour l'ex-commissaire divisionnaire Place Beauvau, donc Daniel Perron, qui a été très remarquable sur l'enquête, puisqu'il a avalisé ma thèse, et ça a permis en fait d'avoir un éclairage à la fois policier. Commissaire à Interpol, qui a avalisé sa thèse, une des plus grands experts psychocriminologues, reconnu par Le Monde, c'est ce qu'on disait. Stéphane Bern, elle l'a reconnu aussi comme vraiment une des thèses qui tiennent la route. Ouais. Et alors, une fois, on peut raconter la petite anecdote, comme ça fera rire les métanotes. Alors, on se baladait au Dockland Museum. Et donc, c'était un musée sur Jack l'Éventreur. Et on voit les 10 thèses officielles. Alors, première thèse, médecin de la reine, deuxième thèse, thèse de... Todd Bolte, la thèse Shirley Harrison, il y en a eu plein. De la femme peintre, comment elle s'appelait? C'est Walter Sickert. C'est Walter Sickert. Sa thèse... comme quoi ça aurait été un peintre impressionniste. La thèse de Patricia Cornwell. La thèse de Patricia Cornwell. Alors, moi je dis à Sophie, vraiment en rigolant, tiens, ça serait drôle qu'on voit ta tête, parce qu'il y avait toutes les thèses. Il y avait des gros plexiglas. Et la 10e thèse officielle, c'était Sophie. Ah ouais. Ah oui, on a commencé à prendre des photos. Avec le suspect. Alors en plus, je ne savais pas. Mais non, je ne savais pas. C'était en 2008. Alors moi, je dis à Sophie, attends, j'ai un appareil photo. Un grand plexi comme ça, les gens étaient agglutinés dans de dire qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder. Et là, il y a le gardien qui nous dit, vous pouvez pas prendre des photos, c'est pas possible, dégagez de là. Il nous prend par le colbac. Vous avez vu, regardez, c'est ma sœur, regardez, c'est elle qui a découvert la 10e thèse officielle. Mais oui, c'est ça, elle est dégagée. Et on savait même pas que la thèse de Sophie a été exposée. Et il a jamais voulu croire que c'était Sophie qui était là, quoi. Donc on est reparti tout penaud, on a volé une photo. Voler une photo, oui, avec notre appareil, c'est une photo volée. C'est drôle, ah ouais, c'est incroyable. Ça veut dire que même les Anglais, ils ont quand même... ils ont porté attention quand même, donc il y a du crédit à cette thèse. Voilà. Il y a que 10 oui, il y a le Whitechapel Society qui avait fait un article assez reconnaissant. Il a été traduit en anglais, ton livre? Eh ben, la pièce, oui, mais on en pour parler pour l'instant, mais je pense qu'il y a dû avoir un peu de boycott aussi quand même, parce que la française qui s'essaye à Moi, je pense que les Anglais, même si on a des origines anglo-saxonnes, je pense que c'était pas très bien vu que ce soit une Française qui découvre l'identité de Jack l'Éventreur. Au niveau égo, je crois qu'ils ont pas trop apprécié. Là-dessus, il y a eu la thèse Russell Edwards, un grand renfort de présupposés il y a quelques semaines. Il y a un certain collectionneur de Londres qui prétend avoir acheté le châle ayant supposément appartenu à Catherine Eddowes et acheté aux enchères dans Suffolk en 2007. Et cet homme-là dit, tenez-vous bien, j'ai le châle ayant appartenu à Catherine Eddowes, il y a un échantillon de sperme ayant appartenu à un des suspects de l'époque, qui est le barbier Kosminski. Les gens ils ouvrent des yeux comme ça, ils disent, mais c'est quoi, c'est encore cette nouvelle thèse
Et donc, il fait vraiment chou gras de cette thèse, il passe abondamment au JT de 20 h, etc. Sauf que, quand on reprend les rapports de l'époque, les rapports d'expertise, et on reprend les effets ayant appartenu à Catherine Eddowes, le listing des 28 effets, on ne trouve nullement trace de ce châle. Donc on parle de la dernière thèse, tu sais, comme quoi il y aurait un ADN mitochondrial qui impute de l'ADN sur le châle. En plus, on sait que cet ADN mitochondrial ne s'hérite que par la figure maternelle. Donc, qu'est-ce que vient faire Kosminski, sachant qu'en plus, notre homme a fait manipuler ce châle par les descendants de Kosminski. Donc, tout ça est un peu douteux. Alors, c'est Ian Whelan qui aurait fait les recherches. Alors, là-dessus, il y a Sir Alex Jeffries, le pape de l'ADN, qui est comme l'inventeur en titre de l'ADN digital, mais même de tous les autres ADN. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je vais reprendre l'affaire en main. Il y a la pression des lobbying, le Casebook, le site officiel de Jack the Ripper, où il y a tous les aficionados de Jack Léventreur, se disent, attendez, là, il faut reprendre tous les éléments. On refait les tests, et là, c'est unanime. On n'a jamais retrouvé de traces d'ADN mitochondrial imputable à Kosminski. C'est pas lui. Mais il avait quand même eu le temps de faire le buzz. Hein. Donc il y a toujours 10 thèses. Mais bon, voilà, il y a toujours 10 thèses. Voilà. On ne pourra jamais savoir. Il y a la thèse Shirley Harrison aussi, la thèse du journal de Jack Léventreur. On ne peut pas appliquer l'ADN 120 ans après, c'est pas possible. Tout a été défloré. Mais il y a comme un journal qui a failli être reconnu comme le journal de Jack Léventreur. Hein.